Bonjour, cette vidéo s'adresse à mes élèves de troisième. Elle a pour but de faire le point sur cette période qu'on a appelée la guerre froide. Et avant de commencer, je vous rappelle qu'il est important d'avoir parcouru le manuel à partir de la page 92 pour se donner une première idée. Je vous rappelle aussi que sur la page Perl Trees où vous avez trouvé cette vidéo, il y a juste à côté un diaporama que je vais utiliser pour illustrer mon propos et dont vous pouvez vous servir pour prendre la trace écrite. Et pour le fil directeur de cette leçon, on va prendre cette fiche en 3 colonnes que la plupart d'entre vous ont déjà collées dans leur cahier. Je vais vous proposer de consacrer une vidéo à chacun des 3 thèmes de cette fiche. Donc d'abord les origines de la guerre froide, ensuite les affrontements militaires indirects auxquels elle a donné lieu, et puis la troisième colonne, c'est toutes les autres formes d'affrontements, et vous verrez qu'ils sont multiples. Je vous demande donc d'en faire apparaître les titres et les sous-titres pour pouvoir en mémoriser l'essentiel. Et on va commencer par la première colonne, dont le thème est donc l'origine de la guerre froide, c'est-à-dire les années 1947-1948. Alors avant de démarrer, il est important d'avoir à l'esprit une définition simple et claire de la guerre froide. Celle que donne la page 94 est pas mal de ce point de vue-là. On vous dit que la guerre froide, c'est la situation de forte tension sans affrontement direct entre l'URSS et les États-Unis. Ce que je vais vous demander de retenir, c'est ce mot-là, sans affrontement direct. Alors pourquoi pas d'affrontement direct? On le verra dans la deuxième colonne, vous le savez sans doute déjà, mais comment dire, pas d'affrontement direct, ça ne signifie pas d'affrontement du tout. À vrai dire, ces deux pays vont s'affronter de toutes les manières possibles, verbalement, culturellement et surtout par alliés interposés avec des millions de morts à la clé. Donc la guerre froide, c'est pas une gentille guerre en dentelle qui n'aurait jamais fait de victimes. On peut y ajouter un aspect chronologique à cette définition. Vous l'avez vu, la guerre froide, ça commence immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, donc là on vous dit 1945, c'est plutôt 1947, on le verra. Et puis ça dure toute la seconde moitié du XXe siècle, puisqu'elle ne s'arrête qu'une décennie avant la fin de ce siècle. Donc ça signifie que la guerre froide, elle s'est déroulée en parallèle avec d'autres grands événements comme la décolonisation ou encore la construction de l'Union européenne. Alors, la guerre froide, ça commence à partir de l'époque où, à partir de l'année 1947, où les deux pays, les deux grandes puissances issues de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été unies pour abattre l'Allemagne nazie, bien sûr, cessent de faire semblant d'être alliés comme elle l'avait fait en gros entre 1945 et 1947. À partir de 1947, elles exposent au grand jour leur rivalité et leur opposition. Alors le premier à le faire, comme vous le voyez dans ce document, c'est le président Harry Truman, qui est le président des États-Unis depuis 2 ans, depuis 1945, depuis la mort du président précédent, Franklin Roosevelt, qui a joué un rôle énorme dans la Seconde Guerre mondiale, mais dont il n'a pas vu l'aboutissement. Truman lui a succédé. Et en 1947, il tient ce discours d'opposition assez frontale à l'URSS. Alors vous allez voir qu'il ne nomme pas l'URSS dans ce texte du 12 mars 1947, mais l'allusion est assez claire. Il parle euh, du fait que tous les pays du monde se trouvent placés devant le choix entre deux modes de vie. Le premier mode de vie, dit-il, est fondé sur la volonté de la majorité. Ses principaux caractères sont des institutions libres, des gouvernements représentatifs, des élections libres, c'est-à-dire où on a le choix entre plusieurs partis, des garanties données à la liberté individuelle, liberté de parole, de culte, c'est-à-dire le choix de sa religion et de la pratiquer, et l'absence de toute oppression politique. Alors vous avez compris, ce portrait flatteur, ce mode de vie qu'il présente de manière très améliorative, c'est celui des États-Unis, bien sûr. Le second mode de vie, dit-il, s'appuie sur la terreur et l'oppression, sur une radio et une presse contrôlées, sur des élections dirigées, c'est-à-dire en fait où on a le choix qu'entre des candidats d'un même parti, et sur la suppression de la liberté personnelle. Alors, vous aurez reconnu bien sûr le système totalitaire de l'URSS, et à vrai dire, il n'exagère pas beaucoup quand il l'a décrit ainsi. Il est peut-être même en dessous de la réalité des pires moments du stalinisme. Alors pourquoi
Truman décide-t-il de dénoncer comme ça son ancien allié, l'URSS, en 1947 d'une manière aussi pressante et ouverte? En fait, parce que la situation en Europe l'inquiète énormément. Reprenons cette situation. Vous vous rappelez qu'en 1945, l'URSS a grandement contribué à écraser l'Allemagne nazie. Et elle a, en fait, l'armée rouge a avancé en Europe de l'Est jusqu'à Berlin, jusqu'au milieu de l'Allemagne, de l'ex-Allemagne, euh, et elle a chassé de tous ces pays de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, les troupes nazies. Il n'y a que la Yougoslavie qui s'est libérée par elle-même. Une insurrection, une guérilla communiste menée par le maréchal Tito a permis la libération sans l'aide de l'armée rouge, enfin avec une aide tardive de l'armée rouge. Cette libération, cet écrasement de l'Allemagne nazie à l'est de l'Europe, elle s'est faite au prix de millions de morts soviétiques. Vous savez que l'armée rouge est l'armée qui a connu le plus grand nombre de morts. Donc, bien évidemment, les alliés de l'URSS à cette époque, pardon, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., n'ont pu que reconnaître une influence particulière de l'URSS dans cette partie de l'Europe. Alors évidemment, ils avaient demandé à Staline, Staline avait accepté de manière tout à fait théorique, ils lui avaient demandé de rétablir la démocratie dans ces pays-là. Euh, ils avaient demandé à Staline de ne pas les annexer et de rétablir la démocratie. Euh, Bien sûr, Staline promet tout ce que l'on veut et au début a l'air de tenir ses promesses. C'est-à-dire que dans l'année 1945-1946, il y a effectivement des élections dans ces pays et des élections auxquelles plusieurs partis ont le droit de concourir. Et les gouvernements qui sont formés à cette époque-là, en général, sont des gouvernements multi-partis, où sont représentées toutes les forces politiques en fait qui avaient résisté plus ou moins au nazisme. Et parmi eux, bien sûr, les communistes. C'est-à-dire qu'en Pologne, bien évidemment, les résistants communistes font partie de ce gouvernement. En Tchécoslovaquie, les communistes tchèques font partie du gouvernement. En Hongrie, les communistes hongrois, etc. Avec, bien sûr, l'appui tout particulier des forces d'occupation soviétiques. Il y a toujours des soldats de l'armée rouge ici, et des autorités civiles aussi de l'Union soviétique qui poussent un peu, bien sûr, ces partis communistes. Au début, ils ont l'air de vouloir partager le pouvoir. Et puis, très rapidement, à partir de, justement, de 1947, eh bien, ils commencent à éliminer progressivement leurs alliés politiques provisoires et à s'emparer de la totalité du gouvernement. Et à partir de là, eh bien, ils transforment leur pays, mais en fait sous la direction du RSS. Ils sont en fait des marionnettes aux mains du RSS. Ils commencent à transformer leur pays sur le modèle stalinien, c'est-à-dire parti unique obligatoire, police politique pour traquer les opposants et économie gérée par le gouvernement et planifiée avec le grand idéal affiché qui est de créer une société égalitaire, plus juste, etc. Quelque chose d'ailleurs auquel une partie de ces populations ont pu adhérer à l'origine, puisque c'était une belle promesse sociale. Ça veut dire que tous ces pays en fait sont en train de rompre avec un modèle de démocratie libérale qui régnait à l'Ouest et sont en train de s'isoler derrière ce que le Premier ministre anglais Winston Churchill a appelé un rideau de fer, c'est-à-dire une frontière de plus en plus étanche aux échanges entre les deux parties de l'Europe. Donc c'est ça qui a énormément inquiété les Américains, d'autant que tous ces pays vont progressivement se rassembler donc sous la tutelle de l'URSS, y compris militairement. C'est le sens du pacte de Varsovie. Voilà, c'est ce que dénoncent ces affiches de, de propagande américaine qui dénonce Staline plantant ses petits drapeaux communistes sur l'Europe de l'Est. Avec, vous avez vu, ce point d'interrogation sur la France, ils auraient pu le mettre aussi sur l'Italie, où des partis communistes sont importants, populaires, ont des succès électoraux. Et c'est bien ce qui inquiète évidemment toutes les forces anticommunistes, comme par exemple
ces partis de droite et du centre qui ont fait ces affiches-là dans les années 40 pour dénoncer la stratégie de Staline qui, vous le voyez dans l'affiche de gauche, a déjà conquis tous les pays de l'Est et menace la France. À droite, on voit Staline présenté comme quelqu'un qui, sur le devant, se présente comme un homme de paix et en fait prépare la guerre, l'invasion, etc. Alors ici, l'affiche a tendance sans doute à exagérer puisque Staline, on le sait aujourd'hui à la lecture des archives, n'avait pas vraiment l'intention d'envahir l'Europe de l'Ouest, il savait le projet impossible. Par contre, il était prêt à tout pour défendre les pays d'Europe de l'Est sur lesquels il avait déjà mis la main et qui constituaient pour lui comme une espèce de bouclier à l'URSS et à son pays et au système communiste en général en fait. Alors, quelle est l'intention de Truman? Il ne suffit pas de dire que l'URSS exagère, qu'elle représente une menace, etc. Encore faut-il savoir ce qu'il propose pour la contrer. Alors, il le dit à la fin de son discours. Il dit: « Je crois que notre aide doit se manifester en tout premier lieu sous la forme d'une assistance économique et financière. » Alors, ça se comprend très bien quand on connaît l'état de l'Europe, qui était tout à fait catastrophique. Il y a l'économie et les infrastructures étaient à reconstruire un peu partout parce qu'elles avaient été détruites par la guerre, ce qui n'était évidemment pas le cas aux États-Unis où on ne s'est pas battu. Et la population connaissait la pénurie, le rationnement, la misère, etc. Qui sont évidemment autant de terreaux à la colère sociale, enfin, qui pouvaient provoquer la tentation, si vous voulez, de se ranger du côté du système communiste. Donc, le président Truman ordonne à son ministre, Marshall, George Marshall, un ancien général, d'organiser un plan d'aide économique massive à l'Europe. Ce plan sera un plan de 16 milliards de dollars qui va consister à donc proposer à tous les pays d'Europe de l'assistance d'abord, comment dire, en nourriture par exemple, hein, en céréales. Là, on voit un premier navire qui aborde au Havre. En France et qui vient apporter des céréales américaines. Là, on voit des céréales américaines également qui arrivent en Italie, ou encore cette affiche à droite où l'on voit c'est une affiche allemande qui montre comment les céréales venues des États-Unis vont mettre fin à la pénurie, au rationnement, etc. Et donc ce plan va effectivement, ce plan de 16 milliards de dollars, va effectivement permettre à l'économie européenne de repartir, comme le disent ces affiches. Ici, cette affiche française, par exemple, où l'on voit l'économie européenne sous la forme d'un arbre encore fragile, souffreteux, mais qui est en train de refleurir, ou encore cette affiche allemande beaucoup plus triomphante, où l'on voit les pays d'Europe qui ont accepté le plan Marshall. Le plan Marshall, en fait, son nom officiel, c'est European Recovery Programme, d'où ce sigle, la ERP. Et on voit que voilà, ça pousse le navire Europe qui reprend une vitesse de croisière. Alors, si vous allez jeter un petit coup d'œil à cette vidéo de 9 minutes qui est à cet endroit-là sur Perltrees, vous apercevrez que les Américains ne faisaient pas que acte de générosité en proposant cette aide à l'Europe. D'abord, cette aide, c'est beaucoup des prêts, hein, des prêts au gouvernement européen, des prêts qui étaient accordés massivement, à condition, bien évidemment, d'acheter des produits américains. Alors le but, vous l'avez compris, c'était de contrer l'influence de l'Union soviétique, mais il y avait aussi de la part des États-Unis un but économique qui était d'éviter la surproduction, parce que eux, leur économie avait atteint un niveau de surchauffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'était développée de manière extrêmement importante. L'industrie produisait beaucoup plus qu'avant-guerre. Il fallait trouver des débouchés aux produits américains et créer chez les peuples libérés l'habitude d'en consommer. Donc, ces prêts américains étaient conditionnés voilà, à la nécessité d'acheter des produits américains. Mais il est indéniable que le plan Marshall a fait redémarrer l'économie des pays d'Europe de l'Ouest. Je dis bien d'Europe de l'Ouest parce que si vous voyez cette vidéo, vous verrez évidemment que tous les pays d'Europe de l'Est, même ceux dont la population aurait bien aimé essayer,
ont été obligés par Staline de refuser cette aide, bien évidemment. Alors, les soviétiques, bien sûr, n'allaient pas rester sans voix face à cette offensive américaine, offensive plutôt économique à cette époque-là, et ils répondent par l'intermédiaire. Alors, vous voyez, on est 6 mois après, on est en septembre 1947. C'est un extrait d'un discours d'Andrei Jdanov, qui est, on vous dit ici, l'un des dirigeants de l'URSS. En fait, c'est un ministre de Staline. Staline va mourir en 53, donc 6 ans plus tard. Et là, pour l'instant, donc il laisse parler son ministre, mais en fait, c'est la voix de son maître. Hein. C'est bien Staline qui parle à travers lui et qui répond aux Américains. Alors, que dit-il? Je pense qu'il faut partir du deuxième paragraphe ici. Et il reprend en fait la thématique de Staline, mais la thématique pardon du président américain Truman, mais pour l'inverser. Il dit plus nous nous éloignons de la fin de la guerre et plus nettement apparaissent les deux principales directions politiques internationales de l'après-guerre. Donc lui aussi est d'accord pour dire que désormais les pays ont le choix entre deux modèles, hein, le modèle soviétique et le modèle américain. Parce que évidemment on peut être différents sans être rivaux, mais ces deux puissances, vous l'avez compris, ont une ambition qui est d'imposer leur modèle au reste du monde, ou de le diffuser le plus largement possible. Alors bien sûr, pour Jdanov, c'est le modèle soviétique qui est le meilleur. Il dit le camp impérialiste et antidémocratique d'une part, ça c'est les États-Unis, et d'autre part le camp anti-impérialiste et démocratique. Il accuse les États-Unis donc d'être la principale force dirigeante du camp impérialiste, et avec leurs principaux alliés, donc l'Angleterre, la France, etc. Et il dit que le but principal du camp impérialiste consiste à renforcer l'impérialisme, à préparer une nouvelle guerre impérialiste, etc. Alors ce mot impérialiste qui revient sans arrêt dans son discours signifie qu'en fait il accuse les États-Unis de vouloir construire un véritable empire dont eux seraient le centre et les autres pays leur seraient soumis à l'intérieur de cette sphère d'influence en quelque sorte. Et, il les accuse de préparer cela, y compris militairement. Et là, il fait allusion évidemment à l'avance en matière d'armement que possèdent à cette époque-là encore les États-Unis, puisqu'ils sont les seuls à cette époque-là à posséder la bombe atomique. Vous vous rappelez d'ailleurs que cette bombe atomique, il l'avait utilisée à Hiroshima, en partie, pour bien sûr faire céder les Japonais, mais aussi pour impressionner Staline, hein, dès 1945. C'était une petite parenthèse. À la fin de son discours, Jdanov incite, reproche au gouvernement américain de lutter contre le socialisme et la démocratie. Alors ça, c'est une thématique qui est reprise sans arrêt dans la propagande soviétique pour dire la vraie démocratie, c'est nous, c'est la démocratie des travailleurs. Aux États-Unis, c'est pas le cas du tout, parce que le pays est contrôlé par les plus riches, parce que voilà, vous voyez sur cette affiche par exemple, on voit la bourse de Wall Street, qui est le synonyme de la domination des puissances d'argent. On voit ici, par exemple, un milliardaire qui contrôle un certain nombre de journaux qui sont symbolisés par ces canards, là où on voit des noms de journaux américains. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de liberté d'expression, c'est les puissances d'argent qui contrôlent la presse, il n'y a pas vraiment de liberté de la presse, disent-ils, et ça renvoie aussi à cette statue de la liberté dont la bouche, c'est-à-dire la liberté d'expression, est fermée par le cadenas avec le dollar, c'est-à-dire les puissances de l'argent, auquel bien sûr la police est tout à fait vendue d'après cette affiche de propagande américaine. Et puis elle insiste aussi sur des aspects qui sont pas tout à fait faux hein, sur les États-Unis, par exemple un racisme persistant dans le Sud. Il y a encore des lynchages de noirs américains absolument sauvages et abominables dans le sud des États-Unis. Donc évidemment la propagande soviétique utilise ça, le Ku Klux Klan, etc. Et puis la répression contre les ouvriers. Sur cette affiche soviétique, toujours, je pense que vous aurez deviné le sens de ces deux personnages, le drapeau rouge, le slogan en français. Ici, on voit donc de courageux ouvriers communistes français qui refusent les cadeaux empoisonnés faits par, évidemment, les méchants américains. Donc ça symbolise le plan Marshall et ces Américains qui, en fait, ne préparent que la guerre, parce que vous voyez que sous le plan Marshall, il y a un fusil à baïonnette.
Alors, toujours il n'y a pas que les soviétiques qui font de la propagande anti-américaine, il y a évidemment tous les partis communistes d'Europe, y compris dans des pays qui sont officiellement alliés pardon, aux États-Unis. Ici, vous voyez par exemple une affiche du PCF, une affiche du Parti communiste français, qui dénonce l'invasion de la France par la pieuvre américaine qui tente voilà, de prendre le contrôle du pays. Et ici, vous voyez une affiche, alors qui elle, par contre, est soviétique, je crois, qui montre un homme d'affaires américain qui voilà, va s'enrichir sur le dos des populations européennes appauvries. Donc, si on veut résumer les choses, l'URSS reproche aux États-Unis d'être un pays capitaliste avec de très grandes inégalités et puis dominé par une bourgeoisie cupide qui veut absolument dominer économiquement le monde. C'est le thème de l'impérialisme économique. Et donc ça s'oppose bien sûr à leurs yeux au modèle soviétique et à la société parfaitement égalitaire qu'ils prétendent avoir créée. Voilà, ce sera tout pour cette première colonne. La prochaine vidéo, on abordera le thème des affrontements militaires indirects, dont vous verrez que ils ont été très très meurtriers.